Alors, on pourrait faire dans Photoshop une image de départ qui a la dimension d'un des panneaux, c'est-à-dire 100 mm de largeur et au niveau de la hauteur 210. Oui, c'est un format A4 ici. On est en Europe, hein, c'est Online Printers ou je ne sais quoi. C'était comment encore le HelloPrint, oui, ça doit être ça. HelloPrint nous a proposé un A4, mais pour un triptyque, c'est moins grave parce que c'est plié, ça fait pas format A4. Je veux dire, mais un magazine au format A4, je ne ferai pas, quoi. Hein. Et donc, on pourrait faire un document dans Photoshop qui a cette dimension-là, 100 mm sur 210, avec une résolution de 300 pixels par pouce. On ne va pas faire comme ça, on va faire autrement. On va le faire de manière plus intuitive et qui nous donnera de la souplesse après dans le placement. Donc, vous êtes dans Photoshop, vous allez demander Fichier nouveau. Vous avez peut-être le panneau d'accueil de Photoshop que moi j'ai désactivé. Vous cliquez sur Nouveau d'une manière ou d'une autre. Et alors, ici, on va quand même demander de faire un document en RVB. C'est important. Modèle colorimétrique RVB. Au niveau de la dimension, vous avez certainement une dimension en centimètres, on est d'accord? Chez vous? Bon, ben, vous allez passer en pixels. Ce sera pas plus mal. C'est quand même la seule mesure que Photoshop comprend, le pixel. Le reste, c'est juste... Pour lui, c'est plus difficile, on va dire. Donc, moi, j'ai fait un document qui est en largeur. Je vais faire un document qui, en largeur, va faire, par exemple, 1500 et en hauteur 3000. La résolution n'a strictement aucune importance, contrairement à ce que certains vont vous dire. Je vais me faire insulter, mais c'est comme ça. Ce qui compte, c'est la définition. Voilà, la définition. Donc, 1500 pixels de largeur, 3000 de hauteur, c'est un choix arbitraire. Résolution, on s'en occupe pas. Couleur, RVB, ce sera mieux. Qu'est-ce qu'il y a dans les options avancées? Ah, les profils. Ça va être une image RVB pour du matériel standard. Le sRGB, c'est le plus répandu. C'est pas mal, c'est bien. Sauf si on est photographe et qu'on veut avoir des couleurs qui ne sont pas affichables sur des écrans de bureautique. Mais bon, allez, on clique sur Créer, et voilà l'image. Touche F, je passe plein écran. Barre d'espacement sur le clavier, je peux la bouger. Voilà. Ah, ceci dit, est-ce que vous avez besoin d'enfoncer la touche F sur Windows pour pouvoir bouger avec la barre d'espacement? Confirmez-moi parce que, ouais, il a fallu absolument enfoncer la touche F. Ok, parce que entre les deux systèmes, parfois, la gestion des fenêtres, c'est différent. On va quand même aller vérifier dans Image, taille de l'image, qu'est-ce que vous avez? Parce que si vous avez foiré la création d'image, ça va être pénible. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être beaucoup plus que 1500 sur 3000 pixels. Par exemple, sait-on jamais, si au lieu de transformer l'unité de mesure en pixels, ne faites rien, je vous montre juste ici, si au lieu de modifier en pixels, vous avez laissé pouces ou centimètres, et que vous avez demandé 1500 sur 3000, voilà, là, il ne veut même pas. On a atteint les limites de Photoshop. Donc là, il ne voudrait même pas. Bon, imaginons que vous avez quand même réussi à faire 1500 sur 2000, par exemple. Tiens, là, il veut bien. OK. Mais vous avez oublié de mettre pixel à la place de centimètres. C'est la catastrophe. Je vais voir, au risque de planter mon ordi. On va voir. Bon, déjà, il faut une plombe pour créer l'image. Et alors, si je vais dans Image, taille de l'image, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Où est-ce qu'elle est? Il n'a pas voulu la créer. Enfin, tout ça pour dire que ça fait des images avec des dizaines de milliers de pixels, peut-être 200 000 pixels sur 150 000, et ça va complètement vous planter, en fait. Donc, faites pas ça. Vous voyez, là, il n'a même pas voulu finalement me la faire, mon image. Donc, vous seriez étonné, on rencontre régulièrement des gens qui se plaignent de la lenteur de leur ordinateur, et puis, en fait, ils font des images avec un nombre de pixels incroyable.
bon, il faut se calmer, quoi. Avec un très bon ordinateur, 5000 pixels sur 5000, c'est déjà pas mal, parce qu'il faut penser qu'on fait des calques. Plus vous faites des niveaux, des layers, des calques, plus vous multipliez le nombre de pixels, même si au départ, vous démarrez d'une image avec seulement 5000 sur 5000. Voilà. Donc, faites attention à ça. Il faut que l'ordinateur puisse quand même gérer ça. 5000 pixels en largeur fois 5000 pixels en hauteur, c'est quand même 25 millions de pixels, quoi. C'est une image 25 mégapixels. C'est des très bons appareils photo qui génèrent du 25 mégapixels quand même. Des appareils de studio, c'est du 40 mégapixels, mais c'est vraiment des appareils de studio, quoi. Il faut avoir le matériel derrière qui suit, avec plein de cartes graphiques, voilà. Donc voilà ici une image de... Si je vais dans Image taille de l'image, une image dont la définition est de 1500 sur 3000 et la résolution 72 pixels par pouce. C'est bon. La résolution n'a aucune importance. Je vous montre juste ceci, c'est que quand on parle dans le monde de la vidéo, on va vous parler de la résolution, mais en fait, c'est la définition. Ce n'est pas la densité de pixels, c'est pas 72 pixels par pouce, 150 pixels par pouce sur l'écran, c'est pas... Non, c'est la définition. Donc il y a quelque chose d'un peu ambigu ici, que c'est dans le monde de la vidéo, quand on parle de résolution, en fait, on parle de la définition de l'image. 4K, c'est 3840 sur 2160, etc. 8K, etc. Bon, donc ici, il va falloir avoir la barre des tâches contextuelles qui est visible. Chez moi, je la vois ici. Vous la voyez? Il va falloir, pour pouvoir générer quelque chose, faire une sélection de tout. Donc, CTRL A, sélection tout sélectionné, commande A. Et vous devriez normalement avoir le bouton remplissage génératif. Vous cliquez. Et là, je vais dire que je vais le dire en français, tiens. Parce que j'ai tendance toujours à taper en anglais. Forêt de sapin, par exemple. Générer. Et c'est en train de travailler. Et ça m'a fait un calque, forêt de sapin, sur lequel il y aura 3 propositions. Bon alors, c'est en train de bosser ou pas? Ça prend un peu de temps. Hein. Ouais, on va voir ce que ça fait. Voilà, chez moi, il l'a fait. Et donc, dans le panneau propriété, si vous ne le voyez pas, c'est menu fenêtre propriété, il vous a fait 3 propositions sur lesquelles on peut cliquer pour voir un peu à quoi ressemble une forêt de sapin. Et je vais décider de partir sur la 3e. Et si je n'étais pas content, je redemanderai de régénérer 3 versions. Et voilà. Je n'ai pas été très précis. Je n'ai pas dit que je voulais une vue d'ensemble d'une forêt de sapin avec un ciel au loin, etc. On va faire avec ça. Donc, tout peut être utilisé sans problème. Ça vient de Adobe. En fait, Adobe a entraîné son intelligence artificielle Firefly sur base seulement des images qui sont dans leur banque d'images, à eux. Et donc, il n'y a pas de problème, normalement, pour utiliser les images. Par contre, ce n'est pas nécessairement le cas dans Midjourney, dans DALL-E ou dans Leonardo ou d'autres systèmes qui génèrent, parce que là, ça a été entraîné sur les images qui viennent du web. Voilà. Ça peut être tangent si ça ressemble très fort à une image existante, en fait. Ça peut être ennuyeux. Surtout si on demande de faire une image dans le style d'un artiste existant. C'est surtout ça le problème. Voilà. Bon, ceci dit, Adobe récemment a intégré dans Illustrator et Photoshop la possibilité de faire des images, des illustrations sur base d'images de référence. Il y a des gens qui s'en servent. Je connais un BDiste qui s'en sert pour faire ses décors sur base des dessins des personnages. Donc, les décors sont faits dans le même style que les traits des personnages, par exemple. Mais c'est ces dessins à lui qu'il utilise. Il ne va pas aller piquer les dessins de quelqu'un et faire dans le même style. Donc,
tout ça est vaste et encore en discussion. C'est très complexe, juridiquement, l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle ne stocke pas les images en tant que référence, elle stocke des descriptions des images, des descriptions algorithmiques. Donc, ce ne sont pas réellement les pixels qui sont stockés. Donc, c'est délicat. C'est un peu comme si je prends sur une table, là, je vois une photo qu'un photographe a fait, et je commence à décrire. Tiens, c'est une plage avec des enfants, un ballon, et puis à ce moment-là, il y a le photographe qui arrive, top, 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 top. C'est sous copyright. Tu n'as pas le droit de décrire mon image. Voilà. Qui a raison? Très délicat. J'ai le droit de décrire l'image que je vois, même si elle est sous copyright. Oui, non? Ben, c'est la question en intelligence artificielle. Mais c'est surtout la question des styles, hein. Alors, il y a des cas de figure, vous allez voir, où il y a des gens qui ont fait des bandes dessinées entièrement par intelligence artificielle. Ils n'ont pu passer sous copyright aux États-Unis que le scénario, mais pas les images. C'est toujours la question du pourcentage d'intervention personnelle. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu, pour des raisons techniques, générer l'image, ben, soit vous prenez une image qui vient du web, soit je vais vous mettre à disposition cette image au téléchargement dans le dossier de tout à l'heure. Donc déjà, je vais l'enregistrer au format Photoshop. Elle n'a jamais existé, cette image, sur le disque dur, hein. C'est ce qu'on appelle une création ex nihilo. Bon, ceci dit, est-ce que c'est moi qui l'ai créé? Pas vraiment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans modèle triptyque, je vais aller mettre l'image des sapins. Et donc, sur le serveur, à l'adresse, vous l'aurez. Je vais l'appeler sapin01, d'ailleurs, au format Photoshop. Donc, format Photoshop tout court, hein, parce que c'est toujours la question qu'on me pose. Photoshop quoi? Eh bien, dans ce cas-ci, il n'y a que Photoshop PDF qui est disponible, parce qu'on a vraiment quelque chose de très particulier aux intelligences artificielles. Ici, on a un calque d'intelligence artificielle. Donc, on est très limité dans le nombre de formats qu'on peut exporter, dans lesquels on peut enregistrer l'image. Donc, le lien en question, je vais vous mettre l'image. Vous y avez accès en lecture. Elle fait combien en taille? On est à 80 mégas quand même déjà, c'est du lourd. Donc, il est en train d'importer. Voilà, elle y est. Donc, quand même 80 mégas, c'est du lourd. Ah oui, quand vous enregistrez donc l'image au format Photoshop, si vous avez le message maximiser la compatibilité, ne vous en faites pas, c'est juste pour rendre les images compatibles avec les anciennes versions de Photoshop. Voilà. C'est vrai que si on décoche ça, et ça peut être décoché de manière permanente, et puis recoché via les préférences de Photoshop, ça va peut-être nous faire un fichier plus léger, mais qui sera compatible qu'avec la version 2024. Ben oui, je suis passé 80 mégas à 54. Par contre, pour l'ouvrir dans une version plus ancienne de Photoshop, ce sera difficile, même la 2023. Vous voyez, donc maximiser la compatibilité, c'est pour rendre compatible avec d'anciennes versions de Photoshop et aussi avec des logiciels qui peuvent ouvrir du Photoshop. Typiquement, tous les logiciels de montage vidéo, même ceux qui ne sont pas Adobe, tous les logiciels de trucage vidéo, DaVinci Resolve, etc., peuvent ouvrir du Photoshop avec les calques. Et donc, pour rendre un maximum compatible, on coche maximiser la compatibilité. Donc ici, on a une image qui est indiquée comme étant, si je vais dans image, taille de l'image, comme étant en centimètres à 52 sur 105 centimètres. D'accord?
Je vais décocher le moteur ici de multiplication et de division du nombre d'images. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je suis allé dans Image, taille de l'image. J'ai remis à la place de pixels, j'ai remis des centimètres. Je désenclenche le moteur qui permet à Photoshop de modifier le nombre de pixels dans une image. Donc les pixels vont toujours rester à 1500 sur 3000. Juste pour vous montrer que si je fais une image et que l'imprimeur me demande un document, l'imprimeur me demande 300 pixels par pouce, c'est la résolution qu'il veut dans son PDF. Je pourrais mettre l'image à 12 cm sur 25. S'il dit 150 parce que c'est une impression jet d'encre et qu'il n'y a pas besoin de 300, 25 cm sur 50. Vous voyez un peu la logique? Donc tout ça, on va tester. On ne s'en occupe pas du tout dans Photoshop. Tout ça va se passer dans InDesign à partir du moment où vous ne devez pas imprimer au départ de Photoshop. Vous passez par InDesign. On ne s'occupe pas de la résolution dans Photoshop. C'est un peu pas évident à comprendre, mais c'est comme ça que ça va se passer. Bon, on va dans InDesign. Voilà, dans InDesign, sur le calque Artwork, les autres calques sont verrouillés. Je vais aller créer un panneau qui a les dimensions. Ah ben tiens, je vais peut-être enlever l'œil en face de template parce que j'y vois plus rien avec ça. Voilà. Donc l'œil en face du calque template a été enlevé. Et avec l'outil ici de création de rectangles pour les images, je vais aller éventuellement dessiner au départ d'ici. Après, on fera le fond perdu. Au départ du bord de l'image noire, là, voilà, je suis sur le panneau couverture et je vais terminer en bas. Voilà, là. Ça va, vous voyez? L'image va arriver là. Elle va recouvrir le panneau, c'est mon but. Voilà. Vous voyez toute la zone du panneau, en fait. C'est le panneau du triptyque de là, du bord de la page noire, Ça. en haut à gauche de ce panneau-là, couverture. Donc, vous voyez où il est. C'est le troisième en partant de la gauche. Et je vais jusqu'en bas, par exemple, voilà. Et puis, dans ce bloc qui est sélectionné, on va importer l'image. Alors, que je vous montre ici, on n'est pas obligé de faire fichier importer à chaque fois. Vous pouvez très bien, avec votre explorateur sur le côté, là, si vous avez plusieurs écrans, c'est encore mieux, déplacer le fichier vers le bloc. OK. Ah tiens. Ah oui. Il est en train de me dire qu'elle est finalement... Oui, vous avez vu, j'avais enregistré finalement en décochant maximiser la compatibilité. Bon, on va quand même l'importer, on va voir ce que ça dit. OK. Bien. Alors l'image est très grande. Elle déborde énormément. Si je double-clique sur le bloc pour rentrer dedans et je zoome en arrière, voyez ça? Ça, c'est les limites de mon image. À 72 pixels par pouce. Voilà. C'est pas grave. Je clique à côté, je sélectionne le bloc et je demande ici l'icône remplir le bloc proportionnellement. Et voilà. C'est donc objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, c'est la même chose. Si ça rame, c'est ennuyeux. On va voir quelle est la résolution de l'image dans InDesign. Et s'il faut, on va réduire dans Photoshop. Voilà. OK, donc au niveau de la résolution, allons voir dans le menu, dans le panneau Information, par exemple. On a aussi la même chose dans le bas du panneau Lien. Donc, fenêtre Information. Dans Photoshop, c'est réglé en 72 pixels par pouce. Mais avec le redimensionnement que j'ai demandé dans InDesign, on est à 363 pixels par pouce et on est fort proche des 300 pixels. Par pouce, c'est la valeur que l'imprimeur, en général, va vous demander. Voilà, voilà. Donc,
Le taux d'agrandissement ou de réduction de l'image, il est indiqué où? Moi, j'aurais peut-être bien plutôt dans le panneau lien, menu fenêtre, lien. Quand on déploie dans le bas du panneau lien ici en bas et qu'on agrandit, on a beaucoup plus d'informations. Voilà, elle est à 19,8% chez moi. Chez moi, c'est 50. 9 pain, quoi. Pain. Donc, tu utilises une autre photo et dis-moi un peu, tu le vois ici dans la palette lien, quelle est la dimension en pixels de la photo? 1500 sur 3000. Ah oui, d'accord. Et ça commence à ramer un peu l'ordinateur, hein? Moi, les PPRL, ça marche pas. C'est beaucoup. Ok, mais c'est parce que la photo était peut-être horizontale, alors que chez moi, elle était verticale. Donc, pour remplir le bloc vertical ici, si je double-clique sur le bloc, j'ai perdu très peu de l'image, en fait, hein. Tandis que toi, tu as peut-être beaucoup. Elle est horizontale. Ben voilà pourquoi, voilà, pour pouvoir remplir le bloc, elle s'est fort agrandie. Bon, ben ça, c'est pas mal. Bien, vous allez pouvoir verrouiller cette image. Donc, pour la verrouiller, le bloc, non? Pour le verrouiller, c'est ouvrir le calque Artwork et vous voyez quelle est l'image actuellement sélectionnée avec le petit carré et vous mettez le verrou. Voilà. Temporairement, on l'a verrouillé. On met tout en bas, je teste pas. Alors, on va créer un carré et on va le rendre transparent. Donc, vous pouvez prendre cet outil-là et avec la touche Shift enfoncé, la touche majuscule, vous tracez, c'est un carré. On a forcé les proportions. La dimension du carré, je vais arbitrairement le mettre ici à 40 millimètres. Donc, vous pouvez là au-dessus enclencher la chaîne pendant que votre carré est sélectionné et vous tapez 40. Touche tabulation, ça l'a mis sur les deux puisqu'on avait mis la chaîne. Voilà. Donc tout ça, je fais des opérations pour que vous compreniez le fonctionnement de InDesign et que vous voyez un peu petit à petit comment ça fonctionne. Au niveau du remplissage, ben, je vais dire pas de contour, mais du remplissage. Donc je vais peut-être ici cliquer sur la double flèche, vous voyez, pour inverser la case de contour noir, ça va devenir maintenant un carré noir. La case de fond est à l'avant-plan. Ben, on va aller mettre du blanc. Donc dans le nuancier, on va tenter de mettre de la couleur papier. Voilà. Et on va donner de la transparence. C'est juste un effet. Plutôt que d'avoir un trou comme ça, blanc dans l'image, on va faire apparaître les sapins un peu par transparence. Donc le nuancier, c'est fenêtre, couleur, nuancier, ou en effet la touche F5 sur le clavier. Alors la transparence, vous l'avez ici, dans la barre contrôle. Sinon, c'est objet, effet, transparence. Voilà. Vous pouvez essayer objet, effet, transparence. Donc on a le curseur transparence avec la case aperçu cochée. On va voir derrière ce que ça donne directement. L'avantage de passer par le panneau effet, c'est que ici vous avez le mode de fusion, le calcul entre les pixels blancs et ce qui est en dessous. Vous pouvez tester, vous passez en revue les différents modes de fusion et on va voir ce que ça va donner. Dans ce cas-ci, ça ne change pas grand-chose. Ça peut changer parfois la couleur.
Bon, je vais laisser en normal et juste jouer sur la transparence. OK, voilà. Jusque-là, ça va? Oui. OK. Allez, soyons fous. On va. Je. Vous voulez passer à la partie la plus importante de la formation, la pause, c'est ça? Ah, vous êtes grave. OK. On va déverrouiller l'image du sapin. Vous avez peut-être une pause après. Voilà. Et on va activer les deux, le carré et le sapin. Et là, je peux le faire ici. Un clic, majuscule, clic. C'est pas un problème. Clic, majuscule, clic. Voilà. Et je vais vous montrer la palette alignement. Menu fenêtre, objet et mise en page, alignement. N'allez pas trop vite. Oui, parce que si vous faites un alignement, un centrage ici, ah, quoique, non, ça a bien fonctionné. On est aligné sur quoi? Sur la sélection? Ben, c'est parfait, voilà, c'est bien. Vous l'aviez là au-dessus aussi, en fait. Hein. Vous l'aviez là au-dessus aussi. Oui, vous n'avez pas besoin de la palette alignement. Finalement, je pensais faire un alignement sur un objet clé, mais dans ce cas-ci, comme on n'a que deux objets, c'est facile. Il suffit d'aller en ayant les deux objets sélectionnés. Donc, vous avez sélectionné les deux objets d'une manière ou d'une autre. Allez activer alignement centré dans les deux sens. Et voilà. Et donc, là, on a de quoi mettre. Après, on peut agrandir si on veut, on peut bouger, on peut faire un peu ce qu'on veut. On a de quoi mettre du texte par-dessus ça ou à l'intérieur, peu importe. Là, je suis en train de jouer avec l'outil de transformation. Touche Shift et Alt. Comme ça, la transformation se fait par le centre. On va dire pour la couverture, ce sera suffisant. Ça peut être un logo à cet endroit-là. Enregistrer le document. Et on va s'occuper rapidement du reste. On ne va pas le faire très long, hein. C'est juste la manière dont ça fonctionne. Vous allez voir. On mettra une couleur de fond. On mettra un peu de texte rapidement. On mettra les traits de pli. On fera une exportation pour un imprimeur. En principe, en 30 minutes, 1 heure maximum, c'est fait, tout ce que je viens de dire. Donc, on ne va pas faire le design complet d'un triptyque, d'autant qu'il existe des modèles existants. Et après, on ira voir sur Adobe Stock et on ira en télécharger et en ouvrir et voir si on peut les modifier. Bon. Yeah. Tu t'attends, Salmin? Là, j'ai mis un contour sur le carré. Contour également. Bah, il a pas pris la couleur du contour ici. Si, c'est du blanc. Oui, c'est du blanc. En principe, c'est du blanc. Ouais, OK. Il y avait juste un petit problème d'affichage. Il me montrait la diagonale. Mais j'ai mis donc un contour blanc. Ouais. Et pour que j'arrive à voir le contour spécial, le profil spécial que j'ai choisi ici, j'ai dû demander d'avoir le contour à l'extérieur de la forme. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre juste que, voilà. On a ça. Contour blanc sur le carré.
Il y a les contours là. Donc, le contour sur le carré, j'ai juste mis du blanc en tant que contour, en plus de l'avoir mis en tant que fond. J'ai été dans la palette contour, Paf. épaissir le contour. J'ai choisi un profil particulier de ligne et surtout, pour le voir, je l'ai mis à l'extérieur parce que s'il était à l'intérieur ou à cheval, ça ne le faisait pas. Voilà. Donc, c'est un genre, c'est un contour. Je vous laisse tester. C'était juste comme ça pour redémarrer. On vous l'avait déjà dit, hein, si vous avez des tracés ouverts, c'est ici que ça va se gérer les flèches, pour faire des flèches. Sur des tracés courbes faits au crayon, à la plume, des tracés droits, vous aurez le choix des extrémités de la flèche dans un sens ou l'autre. Comme ça, souvenez-vous de ça, c'est là que ça se passe les flèches. Si ça vous passionne les flèches, je vous montrerai vite fait comment ça marche, si vous voulez. Oui, attention à ça. Ce qui fait que vous ne voyez pas le double contour, c'est parce que vous avez une couleur d'espace ici. Voilà, le remplissage, ça ne va pas. À moins que vous vouliez mettre autre chose, hein, voilà. C'est un genre. Pourquoi pas? Mais, donc ici, chez moi, j'étais en couleur d'espace 100. Voilà pourquoi, chez certains et certaines, on ne voyait pas l'espace, il était rempli par du blanc.